retrouve pour faire le bilan de ma String Pile. Donc à chaque saison je choisis 4 livres, c'est super dur à dire. Donc une suite de saga, un livre qui est dans ma pile depuis très longtemps, un classique et un livre qui est en rapport avec la saison. Du coup là je vais vous parler des 4 livres que j'avais choisis et que j'ai plus ou moins lus. Globalement ça a été une sélection très merdique, voilà. Du coup d'habitude je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Mais là, je me suis dit que pour que ce soit un peu plus sympa, j'allais vous les présenter du pire au meilleur. Voilà. Donc on va commencer avec le pire. La tentation d'être heureux de Lorenzo Maroni. Je vais continuer à le dire comme ça parce qu'il est italien et que je pense que ça se dit comme ça. C'est un livre que j'avais gagné à un concours et ça m'apprendra à participer à des concours. On va y rencontrer César qui a 77 ans. Donc en fait, j'ai lu 30 pages, je crois. Oh, 60 pages, dis donc. Donc en fait, je vais vous raconter, pendant 60 pages, on découvre son quotidien, on a un petit peu connaissance de ce qu'il fait, de sa vie, de sa famille et tout. Et en fait, ce sont tout ce qu'on apprend sur lui. Chaque élément est venu s'ajouter au précédent, jusqu'à ce que je me dise non, c'est pas possible, je ne peux pas lire un livre comme ça, ce n'est juste pas possible. Ce livre, enfin ce personnage en tout cas, centralise tout ce que je déteste chez un être humain. Donc à un moment donné, j'ai dit stop. Hein, voilà. Donc ce charmant monsieur, donc il a 77 ans. La première chose qu'on apprend sur lui, c'est qu'il a une fille qui est avocate, donc il fait un métier difficile. En plus, elle est avocate pour aider les gens. C'est pas une avocate riche, c'est pas une grande avocate dans le sens qu'elle a pas des grands clients et des gros clients qui la payent beaucoup. Elle a plutôt des clients un peu dans le besoin financier et le besoin d'un avocat. Et donc elle aide les gens. Elle fait ça plus pour aider les gens que pour gagner de l'argent. Et du coup, notre charmant personnage ne mâche pas ses mots et dit clairement que parce qu'elle est une femme, elle ne devrait pas faire un métier aussi dur et qui prend autant de temps, mais elle devrait consacrer beaucoup plus de temps à sa famille qu'à son travail. Et donc être avocate et aider les gens, non seulement c'est un travail difficile et donc pas pour une femme, mais en plus ça lui prend beaucoup de temps, donc elle devrait pas faire ça, elle devrait plutôt élever ses enfants et passer du temps avec son mari. Ouais, sympathique, n'est-ce pas? Ensuite, on apprend, je sais plus dans quel ordre c'est, mais je crois que d'abord on apprend qu'il fréquente une prostituée. Bon, ouais, très bien, jusque là rien de bien. C'est rien de bien méchant, sauf que ce genre un monsieur, tout en fréquentant cette femme, en fait, dit que, bah, franchement, elle est pas fut, donc c'est pour ça que c'est une pute, parce qu'elle peut rien faire d'autre de sa vie et de son cul, merci charmant monsieur, mais que, franchement, elle se respecte pas, parce que, franchement, se faire payer pour du sexe, c'est franchement pas cool, et que, franchement, une femme devrait se respecter, et donc ne devrait pas faire ça. Il dit tout ça, tout en fréquentant lui-même une femme, enfin une prostituée, et en payant lui-même une femme pour du sexe. Donc, voilà. Ensuite, il a un fils, je ne sais plus comment il s'appelle son fils. Alors, son fils met des... Je crois qu'il a un pull couleur corail, donc orangé bizarre là. Et du coup, notre charmant personnage a décrété que son fils est homosexuel parce qu'il met un pull de cette couleur-là. Voilà, il ne lui en a jamais parlé, il ne sait pas, son fils ne lui a jamais dit s'il était homosexuel ou hétérosexuel. Et César ne lui en parle pas parce que dans sa tête, il a décidé que son fils était homosexuel en fait. Et du coup, d'ailleurs, que son fils soit homosexuel ou pas, je pense pas qu'il ait envie d'en parler à son père. Vu comment son père est fermé, c'est pas possible. Donc après toutes ces informations là, je vous avoue que moi j'étais déjà un petit peu à cran, vous voyez, c'est comme si après toutes ces informations là, mon seau était plein, et que l'information d'après, ça a été celui qui a fait déborder tout, et que j'ai pété un câble, et je me suis énervée, et j'ai dit non stop, ça suffit, on va lire autre chose, hein, parce que là c'est plus possible. Donc, notre charmant retraité vit dans un immeuble, donc il est tout seul hein, dans son appartement, et donc il a dans l'appartement à côté de chez lui un couple qui vient juste d'emménager. D'après ce qu'il a entendu et d'après ce qu'il a compris de ce qui se passe dans cet appartement, le mari bat sa femme. Voilà, donc déjà on trouve que c'est pas une situation sympathique. Vous vous doutez que, vu notre charmant personnage, il n'a pas la bonne réaction selon moi. Et je vais vous lire le paragraphe parce que sinon vous allez croire que je vous mens, mais je vous jure que je n'invente rien. Et donc en gros il dit que, dans ce paragraphe que je vais vous lire, il dit que la femme n'a pas à se montrer à ses voisins avec le visage tuméfié. Je vous lis le passage, c'est une pépite. C'est parti. Bref, cette maudite bonne femme m'agace désormais au plus haut point, car cette fois je ne peux pas faire comme si de rien n'était, surtout si elle s'obstine à vadrouiller dans l'immeuble le visage tuméfié. J'ai donc décidé d'intervenir selon des modalités que j'ignore encore. Voilà, donc ce charmant monsieur est outré qu'une femme ose lui montrer les marques que son mari lui a laissées. J'ai quand même, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais le paragraphe que je vous ai lu est à cette page-là, et moi je me suis arrêtée à la page d'après. Parce que en lisant ça, j'ai été vraiment énervée après le personnage, je me suis dit, mais il est sérieux? En gros, il est en train d'accuser la femme d'oser montrer aux gens ce que son mari lui fait, alors qu'il devrait accuser le mari de lui faire ça. Vous voyez, la réaction est très bien. Enfin, la réaction est bien, puisqu'il va quand même agir apparemment, mais la raison pour laquelle il le fait est pas possible. Enfin, moi je comprends pas qu'on puisse
réagir pour cette raison-là, ça me met hors de moi. Mais je me suis dit qu'il va quand même agir, donc je vais quand même aller plus loin. Sauf qu'à la page d'après, il nous parle de son voisin qui a à peu près le même âge que lui, et qui a un ordinateur qui essaye de faire avec internet, avec les réseaux sociaux, de s'adapter à sa vie en fait, enfin de s'adapter aux innovations qu'on apporte au quotidien pour lui. Et donc notre charmant personnage dit que franchement ça sert à rien, c'est pas de son âge, puis internet et les ordinateurs ça sert à rien, c'est débile, c'est pour les jeunes, et puis franchement cette jeune génération blablabla, bla, 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 on est reparti dans le paragraphe de cette jeune génération c'est n'importe quoi, internet ça sert à rien, les réseaux sociaux blablabla. Bla, bla. Donc j'ai pas pu aller plus loin, franchement j'en ai pas pu. Mais ce qui m'énerve vraiment c'est pourquoi il réagit. Alors je sais qu'il réagi, apparemment il va réagir, donc c'est bien. Le problème c'est que je trouve pas ça juste en fait, enfin, c'est pas cool en fait. Je préfère qu'il agisse pour de mauvaises raisons plutôt qu'il n'agisse pas, on est d'accord, mais j'aurais préféré encore qu'il agisse pour de bonnes raisons. Parce que là, c'est pas du tout possible en fait. C'est comme si, je vais prendre un exemple qui ne me concerne absolument pas personnellement, parce que ça va me détacher de tout ça. C'est comme si une personne décide de devenir végétarienne parce que la viande ça coûte cher. Alors oui, les végétariens vont être contents et les véganes vont être contents, ils vont se dire ah c'est bien comme décision et tout. Mais c'est pas la bonne raison, ma chérie, en fait. Enfin, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu nous fais là? Ça sert à rien. Enfin, voilà, du coup ça m'énerve. J'étais en train de m'énerver à lire ce livre, donc je me suis dit que j'allais arrêter. J'ai pas encore. Enfin, en fait, le truc c'est que quand j'abandonne des livres et que je les termine pas, j'ai tendance à les revendre parce que je me dis que ça sert à rien qui traîne dans la bibliothèque. Or là, j'ai pas envie que les gens lisent ce livre. Je me rends compte pour moi ça véhicule des messages absolument pas positifs et que je ne partage absolument pas. Donc j'ai pas envie de remettre ce livre en circulation. Je me dis que ça fera toujours un exemplaire en moins dans la nature. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou pas, mais moi c'est pas que je ne vous conseille pas ce livre, c'est que je vous déconseille carrément ce livre parce que c'est du grand n'importe quoi pour moi. Alors peut-être que c'est censé être drôle, peut-être que c'est censé être fait avec humour et tout, mais moi ça me fait pas rire. Franchement, ça ne me fait pas rire du tout. Donc voilà, on va passer au suivant, ça va être tout aussi sympathique. Le suivant c'est Seul le silence de Hardy et Laurie, c'est celui que j'avais depuis très très longtemps. Je vais pas préciser, mais je suis d'avant c'était celui qui était en rapport avec la saison et tout. Me demandez pas pourquoi j'avais décidé que c'était en rapport avec le printemps. Donc bref, Fifi, ça faisait très 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 longtemps qu'il était dans la palle et ça ne l'a pas fait du tout. Je l'ai abandonné à la page 92. Voilà. En fait, ce qui m'a saoulée avec ce livre, c'est qu'on me promet un thriller de ouf. C'est écrit un livre magnifique qui vous hantera longtemps. Ce livre a reçu le prix du roman noir et tout. Donc moi, je m'attendais à un truc sombre, un thriller, un truc haletant. Et pendant 92 pages, je me suis fait chier. Voilà. En fait, on voit bien qu'en fond, il y a une histoire de thriller et qu'en fond, il y a un truc pas très cool. Le problème, c'est que ça reste en fond et que l'histoire principale du livre, c'est celle d'un petit garçon de 12-13 ans qui va à l'école, qui perd son papa, qui est triste, qui vit avec sa maman, qui va à l'école, qui apprend à écrire, qui participe. Oh tiens, il y a une petite fille morte et toute nue qui a été retrouvée dans les champs. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, je continue, je vais à l'école, j'apprends à écrire, je participe à un concours d'écriture, ma maîtresse est gentille. Ah tiens, il y a une nouvelle petite fille qui est retrouvée morte toute nue, c'est bizarre quand même, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, ma mère tombe malade, et puis ah, il y a la guerre en Europe aussi parce qu'on est dans les années 40 aux États-Unis, je l'ai pas dit, mais voilà. Oh tiens, il y a une nouvelle petite fille qui est retrouvée morte toute nue, c'est bizarre quand même. Et voilà, et on va continuer à suivre la vie de ce petit garçon, avec certes des petites filles qui sont régulièrement trouvées mortes, mais en fait, c'est comme si c'était normal, personne s'en soucie, personne se pose de questions. On a l'impression que personne enquête sur ces foutues petites filles de 10 ans qui sont retrouvées mortes, qui plus êtes toutes nues dans la nature. Et voilà, le petit garçon continue sa petite vie normale, le tout et tout, enfin bref. Je me suis dit, bon, ça va peut-être finir par démarrer, il a reçu un prix, j'ai continué. On pourrait croire qu'au bout de 92 pages, j'ai pas franchement été patiente, sauf qu'au bout de 20 pages, j'en avais déjà marre, hein, donc j'ai persisté pendant 70 pages quand même. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de m'ennuyer à lire la vie d'un petit garçon. Voilà. Déjà pour un contemporain, j'aurais trouvé ça ennuyant à mourir. Mais là, ça me saoule. En plus, j'ai lu le résumé. Donc là, apparemment, on va retrouver plusieurs filles effectivement mortes quand le garçon a 12-13 ans. Et c'est seulement une fois qu'il est adulte qu'il va se dire c'était bizarre quand même ce qui s'est passé et qu'il va enquêter. Et je ne sais pas à quel moment du livre il devient adulte, mais j'ai été un peu plus loin en fait. Et je pense qu'il ne devient pas adulte avant la page 150, voire la page 200. Donc moi je ne peux pas lire 200 pages pendant lesquelles je m'ennuie avant que l'histoire démarre. Ce n'est pas possible, ça me fatigue, j'ai pas la patience tout simplement. Ça m'énerve. En fait, j'ai envie de dire à l'auteur, je sais que c'est un grand auteur et que tout le monde que beaucoup de gens aiment, mais moi j'ai envie de lui dire, si l'histoire elle démarre réellement quand le gars il est adulte, et ben commence le bouquin quand il est adulte au lieu de nous blablater pendant des pages et des pages quand il est enfant. Fais des flashbacks si tu veux dans le livre par la suite, mais moi j'ai pas la patience, enfin je suis désolée, ça me saoule. J'ai arrêté la page 92 parce qu'en fait on est à un moment donné où l'auteur nous retranscrit ce que le personnage a écrit pour participer au concours d'écriture, je sais pas quoi, et je me suis dit
Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi je commence ce livre pour avoir un thriller, pas pour qu'on me raconte la vie d'un petit garçon. Je suis désolée mais je me suis fait chier et je n'ai pas eu la patience d'aller plus loin. Peut-être que c'est l'un des meilleurs thrillers jamais écrits, il a reçu un prix, c'est pas pour rien. Mais moi j'ai pas la patience. Je suis désolée, je n'ai pas la patience. Ou alors, si tu me racontes une histoire qui est en lien avec le thriller mais de manière éloignée, il faut un minimum que ça m'intéresse. Et là ça m'intéresse pas quoi. Le petit garçon, j'ai envie de le carter. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc j'ai arrêté. Le troisième livre, c'était le classique, donc c'était Les Cosaques de Tolstoï. Je pense que ce livre va rejoindre la petite pile qui commence à grossir de livres que j'ai un jour essayé de lire, qu'au moment où j'ai essayé de lire, ça ne l'a absolument pas fait, et que j'ai posé et que je reprendrai plus tard. Voilà, je les considère pas comme en pause, je les considère comme je réessayerai plus tard. Là, je pense que c'est le cas, enfin, je vais faire ça avec celui-ci. Je m'attendais à une écriture vraiment très difficile à lire, et en fait non. Ça va, alors c'est pas une écriture non plus hyper simple, hein, c'est du Tolstoï, on n'est pas, voilà, hein. Mais je m'attendais à plus dur, et en fait ça va, ça se lit bien. Le truc c'est que on est avec un jeune homme à Moscou je crois, enfin en Russie c'est sûr, qui apparemment a été amoureux d'une femme, mais il sait pas s'il a réellement été amoureux ou pas, parce qu'il sait pas si être amoureux ça veut dire ça, il sait pas s'il va la recontacter ou pas. Il y a toute une espèce de réunion avec d'anciens amis ou c'est bon je sais pas trop quoi. J'ai trouvé ça très flou au début et je pense qu'au moment où j'ai essayé de le lire, j'ai pas eu la patience d'attendre, enfin de le lire en fait tout simplement. Et puis ensuite il a eu le mois de la fantaisie et tout et donc j'ai lu autre chose, j'ai fait autre chose. Et j'y suis parvenue et puis bah, je me suis rendu compte que la saison était finie et que j'avais pas lu le livre en fait. Donc voilà, je veux vraiment lire du Tolstoy. Peut-être que du coup je commencerai par un autre que les Cosaques, parce que c'est pas son plus connu du tout, on est d'accord. Mais voilà, j'essaierai de le lire un jour. En tout cas, le début que j'ai lu ne m'a pas dégoûté du livre, donc je réessayerai. Et au moins, ça m'a montré que l'écriture était beaucoup moins difficile que ce à quoi je m'attendais, et ça c'est cool. Et enfin, le seul livre donc que j'ai réellement lu et réellement aimé de ma sélection, c'est la suite de saga, et c'était Froid comme une tombe, donc le tome 3 de La chasseuse de la nuit, écrit par Jane Frost. Un moyen de tourner une vidéo du début à la fin, sans être interrompue. J'ai été coupée, je ne sais plus où j'en étais, mais je vais reprendre du début. Ouais, du début c'est mieux. Bref, donc c'est le tome 3 de La chasseuse de la nuit, c'est une saga mythique que j'aime beaucoup. On y suit Kat qui est chasseuse de vampires. Je vais pas résumer le tome, non seulement parce que c'est un tome 3 et que ça vous spoilerait, mais aussi et surtout parce que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, et que je ne m'en rappelle plus trop. Ouais. Voilà. Mais en fait, de toute façon, ça sert à rien que je résume le tome, parce que de toute manière, c'est une saga qui bouge beaucoup et on apprend notamment pas mal de choses dans le tome 1. Du coup, si je vous résume, enfin, si je vous dis ne serait-ce que la situation de départ de ce tome 3, ça vous spoilerait vraiment beaucoup de choses et ce serait dommage. Mais voilà, j'aime beaucoup cette saga. On a une héroïne forte qui décide et qui se laisse pas faire. Et j'adore les héroïnes fortes qui se laissent pas faire. Peut-être que vous avez compris, hein. Et donc voilà, j'aime beaucoup. On en apprend notamment pas mal dans ce tome sur la manière dont la société des vampires est constituée avec les pères, les grands-pères, les transformations et comment ça se passe et tout. Enfin, bref. Tout un tas de codes et des trucs vachement intéressants. Et l'auteur arrive à nous donner assez d'informations pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on soit pas perdu, mais ne nous noie pas au milieu de trop d'informations inutiles qui fait qu'on est complètement largué et qu'on comprend plus trop. Non, là c'est pas le cas, elle arrive à doser et c'est vachement cool. C'est vraiment bien, c'est pas ma saga Bucky préférée, mais je la continuerai parce que franchement c'est sympa. Bon là comme je l'ai dit, je me rappelle plus trop de ce qui se passe dans le tome, donc avant de me plonger dans le tome 4, que au passage j'ai pas encore acheté, je lirai le dernier chapitre. Ça m'arrive souvent de faire ça, mais bref. Et voilà, c'était très cool. Moi, ça m'a pas marqué au point que je me rappelle de tout ce qui se passe en détail, mais c'était très sympa. Je vais m'arrêter de blablater parce que ma vidéo est déjà assez longue, hein. Voilà, ma vidéo est très longue, mais elle est enfin finie. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.